Dans ce second épisode sur les avions de chasse du château de Savigny, nous allons continuer à parcourir l'histoire de l'aviation au travers d'avions français, américains, anglais ou soviétiques. Nous verrons des avions des années 50 jusqu'à aujourd'hui qui, parfois, sont un peu bizarres. À Savigny, il n'y a que 2 avions à hélice, ce North American T6 aux couleurs françaises et ce Breguet Alizé de la Marine nationale. À l'origine, il était destiné à la lutte anti-sous-marine. Vers la fin de sa carrière, grâce à plusieurs évolutions, il devint un avion de surveillance de surface. Des 5 prototypes et avions de pré-série, celui-ci est le dernier survivant. Lui, c'est la version navalisée du Fouga Magister. Il s'agit du prototype numéro 2, qui à l'époque portait le nom d'Esquif, qui sera ensuite rebaptisé Zéphyr. Par rapport au Fouga de l'armée de l'air, outre une crosse d'appontage en plus, il disposait de verrières coulissantes vers l'arrière afin de permettre d'apponter verrière ouverte. Ici, sur la version de l'armée de l'air, on voit bien cette différence de verrière. Toujours dans la marine, voici 2 étendards 4. Au départ, l'étendard était inspiré du Mirage 1, mais avec une voilure en flèche, afin de réduire la vitesse d'atterrissage et la rendre compatible avec un appontage. Celui-ci est un peu particulier. Initialement, il portait le numéro de série 66 qui a été transformé en 166 lorsque 4 étendards 4M ont été convertis en étendards 4P, c'est-à-dire une version de reconnaissance qui pouvait embarquer 5 caméras dans son nez. Nez qui est donc assez différent de la version 4M, conçue principalement pour l'attaque au sol. Restons dans la marine. Ici, un F-8 Crusader d'origine américaine est adapté à la marine française afin de pouvoir se poser sur de petits porte-avions tels que le Foch ou le Clemenceau. Celui-ci porte la décoration qu'il arborait lors de l'opération Trident au Kosovo, qui fut en 1999 le dernier engagement des Crusaders de la marine française. Cet écusson est celui de la flottille 12F, surnommée les Lascars, représentant Donald le Canard, portant un tromblon. On le retrouve sur le côté gauche de la dérive, mais cette fois le Canard porte un trident. Sur l'autre côté, on peut voir le blason du porte-avions Foch. A priori, cet autre Crusader était en service dans la marine américaine. En réalité, il s'agit du Crusader français numéro 1 qui a été repeint aux couleurs du Crusader F-8E numéro 150-879 en service dans la marine américaine en 1967 et plus particulièrement sur le porte-avions USS Oriskany. Le nom sous la verrière est celui d'un pilote qui a abattu un MiG-17 au Vietnam avec cet avion. Plus tard, le vrai avion eut un destin tragique, puisqu'il s'écrasa sur un hangar et tua 14 personnes. Entré en service en 1957, pour son époque, le Crusader était un avion très performant, puisqu'il pouvait atteindre Mach 1,7 et 18 000 mètres d'altitude. Depuis le milieu des années 50, le Crusader était en concurrence avec le F-100 Super Sabre. Celui-ci est peint aux couleurs des Thunderbird, la patrouille acrobatique de l'US Air Force. Ils utilisèrent le F-100 de 1963 à 1968. Le F-100 fut le premier avion supersonique en palier, et les Thunderbird la première patrouille à utiliser un avion supersonique. Cet autre F-100 volait dans l'armée de l'air au sein de la 11e escadre de chasse. Il avait pour numéro de série 4230 et immatriculation 11YF, et c'était l'avion du capitaine Michel Crossi en 1978 à Djibouti. En 1984, à bord d'un Jaguar, il fut abattu lors de l'opération Manta au Tchad. Aujourd'hui, la base aérienne 106 à Mérignac porte son nom. Le F-84, apparu en 1949, est assez déroutant car il existe dans des versions très différentes extérieurement. Voici le F-84F Thunderstreak, avec une entrée d'air frontale et des ailes en flèche. Celui-ci est un RF-84F Thunderflash, qui a des caméras dans le nez et donc il a 2 entrées d'air latérales au lieu d'une seule frontale. Et enfin des F-84 Thunderjet, première version, avec une entrée d'air frontale mais des ailes droites. Le F-86 Sabre est aussi un produit des années 50 et comptait lui aussi de multiples versions. Celle-ci était l'originale et ici la version F-86D Dog Sabre qui était une évolution au final assez différente, aussi bien par l'ajout d'un radar dans le nez que par ses dimensions. Le F-104 Starfighter est un des avions américains les plus emblématiques,
bien qu'il n'était pas le meilleur au combat, notamment à cause de ses petites ailes qui ne lui permettaient pas une grande manœuvrabilité et d'un port de charge externe. Ce qui fait la légende du Starfighter, c'est qu'il était taillé pour la performance et les records. Si ses performances standards étaient de Mach 2 et environ 15 000 mètres, le 14 décembre 1959, le capitaine Joe Jordan s'octroya le record d'altitude avec 31 513 mètres. En 1963, c'est le major Robert Smith qui amena son NF-104 à 36 230 mètres, mais le record ne fut pas homologué, faute de présence de commissaires de la Fédération aéronautique internationale. Au cours de ce vol, il atteint la vitesse de Mach 2,5. Ce F-105F Thunder Chief vous paraît peut-être bizarre. Effectivement, cette double verrière en bulle n'est pas d'origine et cet avion n'a pas volé ainsi. Il a fini sa carrière sur la base de Hahn, en Allemagne, pour l'entraînement à la réparation des appareils endommagés au combat. Manifestement, il manquait de pièces détachées d'origine pour les verrières. Bien que conçus plutôt pour le bombardement, les F-105 sont crédités de 22 MiG au Vietnam, et ils pouvaient tout de même atteindre la vitesse de Mach 2. Près de lui, ce Lightning anglais, conçu à la fin des années 50, dont l'aspect est particulier parce que les réacteurs sont montés un sur l'autre, contrairement à tous les autres biréacteurs. Il en résulte un fuselage très étroit, pratique pour la pénétration dans l'air, mais laissant peu de place pour l'emport de carburant. De plus, les ailes embarquaient aussi moins de carburant parce que le train d'atterrissage se repliait dans les ailes, avec pour conséquence la nécessité d'utiliser des pneus très étroits qui s'usaient très vite. Pour compenser le manque de volume pour le carburant, il fallut lui rajouter cette protubérance qui n'est autre qu'un réservoir et qui lui donne un aspect bedonnant. L'avion restait très performant puisqu'il était tout de même capable de Mach 2,2 et 18 000 mètres. Le Gloster Meteor anglais fut le premier avion à réaction allié mis en service à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fut notamment utilisé contre les V1 allemands. Celui-ci est la version TT-20, le TT signifiant Target Towing, c'est-à-dire remorquage de cible. Le filin de remorque était enroulé dans ce conteneur. Nous arrivons dans l'allée des MiG, où sont alignés une dizaine d'avions de chasse de l'époque soviétique, et pas que des MiG d'ailleurs. Le MiG-15, surnommé Fagot par l'OTAN, vola pour la première fois en décembre 1949, et il était contemporain des F-84 et F-86 que nous avons vus précédemment. Il commença d'ailleurs sa carrière lors de la guerre de Corée en donnant du fil à retordre aux chasseurs américains. Le MiG-17 Fresco était une évolution du MiG-15. Il arriva trop tard pour la guerre de Corée, mais il n'était probablement pas assez performant pour en changer le cours. Par rapport au MiG-15, il était un peu plus grand et la flèche de son aile était plus prononcée. Pour différencier un MiG-15 ou 17 traînant dans votre collimateur, c'est facile. Le MiG-17 possède 3 nervures sur chaque aile, alors que le MiG-15 n'en possède que 2. Pour augmenter significativement les performances, il fallut le MiG-19 Farmer, beaucoup plus gros et équipé de 2 réacteurs pour atteindre la vitesse de Mach 1,4 et l'altitude de 17 000 mètres. Le chasseur soviétique le plus connu est sans doute le MiG-21 Fishbed. Il était de la génération du Mirage 3. On le retrouve dans de nombreux musées car il a été produit à 14 000 exemplaires et certains sont toujours en service. Maniable et performant, il était le plus dangereux adversaire des Américains lors de la guerre du Vietnam. Il pouvait atteindre Mach 2,1 et un plafond de 18 000 mètres. Lui, c'est un Sukhoi Su-7. Il ressemble sous certains angles au MiG-21, pourtant sa voilure était très différente, puisqu'en flèche, alors que celle du MiG-21 était delta. Malgré les apparences, ceci n'est pas un MiG-21, mais un Su-20, version export du Su-17, qui fut le premier chasseur russe à géométrie variable. En fait, seule l'extrémité des ailes pivotait. Dans la catégorie à géométrie variable, le MiG-23 fut la réponse de Mikoyan, mais cette fois en abandonnant la prise d'air frontale. La voilure était totalement variable, contrairement au Su-20. Et l'avion pouvait atteindre Mach 2,3 et 18 500 mètres d'altitude. Allons voir maintenant ce F-16 qui nous donne l'occasion d'un face-à-face très intime. C'est le seul F-16 visible en France dans un musée. Il a reçu cette décoration à l'occasion du 30e anniversaire de service des F-16 dans l'armée de l'air belge. La proximité permet de remarquer certains détails. Vu de dessous, on voit que le F-16 possède de larges apex, façon Cobra, comme son ancien concurrent le YF-17. Sous cet angle, on voit très bien la géométrie de l'entrée d'air et la forme du déflecteur de couche limite
qui permet de canaliser l'air le long du fuselage et éviter des turbulences dans le réacteur. Pour ceux qui visiteront ce site, vous trouverez aussi une série d'anciens avions de la patrouille de France, des hélicoptères, plusieurs cockpits, des réacteurs, les pièces détachées qui manquent à l'avion dans votre jardin, des milliers de maquettes d'avions qui vous donneront envie d'en mettre dans votre salon.